bien, merci Pascal. Et moi, je suis ravie de vous retrouver. Je suis dans le studio, donc en compagnie de Laetitia Vito. Bonjour Laetitia. Bonjour Julie. Eh bien, avant de commencer ton intervention, laisse-moi te présenter. Donc Laetitia, elle est autrice déjà de 4 ouvrages. Elle est conférencière, elle est consultante et c'est surtout une spécialiste du Future of Work. Laetitia, elle est experte au lab de Welcome to the Jungle. C'est un média qui parle du travail et de tout ce qui concerne la sociologie du futur du travail. Si tu veux bien, on va démarrer et tu vas nous parler de l'avenir du travail et de comment il se réinvente en 2023. Merci Julie. Pour parler de l'avenir du travail, je me suis concentrée sur ce mot de hybride. Il y a encore quelques années, quand on parlait d'hybride, on pensait voiture. Et puis encore avant, quand on parlait d'hybride, on pensait plutôt agriculture, le fait de mélanger 2 espèces de plantes. Alors je me suis intéressée à ce mot-là et pourquoi on le retrouve à toutes les sauces quand on parle de l'avenir du travail. La première chose, c'est que quand on s'intéresse à l'étymologie d'hybride, hybrida, latin, ça veut dire de s'en mêler ou bâtard. Donc un futur du travail bâtard, ça nous dit quelque chose du fait qu'on manque de catégories pour le comprendre et pour en parler de manière pertinente. En fait, on est en train d'hybrider à toutes les sauces, toutes les choses, parce que les espèces avec lesquelles on fonctionne encore, elles ne collent pas à la réalité dont on a besoin et à la réalité telle qu'elle a déjà évolué. Et rien que pour en parler, rien que pour appréhender l'avenir du travail, on a besoin de nouvelles catégories. Donc cette hybridation, elle est à toutes les sauces et je vais vous en parler comme ça, c'est un peu sous toutes ses formes. Qu'est-ce que c'est que ce travail hybride dont on nous rebat les oreilles ? Je le disais, le fait de mêler différentes dimensions, comme la première chose à laquelle vous pensez quand je vous dis futur du travail hybride, vous pensez un mélange de travail à distance, de télétravail et de présentiel, un mélange de bureau et de maison par exemple, ou de bureau, de maison et de café. Donc vous pensez hybridation des espaces de travail. Mais si on se remémore cette étymologie du mot hybride, hybrida, et qu'on pense à tout ce qui s'est fait dans le monde de l'agriculture et des plantes, on pense ingénierie. Et qui dit ingénierie dit quelqu'un qui fait en sorte que les 2 espèces que l'on essaye d'hybrider, on ait le meilleur des 2 espèces et pas le pire des 2 espèces. Parce que si vous laissez faire le hasard en mélangeant des espèces, vous pouvez aussi avoir quelque chose qui ne fonctionne pas, qui fonctionne moins bien. Et dans le travail aujourd'hui, quand on regarde toute cette ingénierie qui est nécessaire, on n'est pas encore arrivé au bout de notre ingénierie pour inventer un futur du travail hybride qui fonctionne parfaitement, qui nous donne à la fois le sens du collectif, un sentiment d'appartenance, une très grande efficacité, mais pas d'isolement, etc. C'est encore en train d'être inventé, en train d'être perfectionné. Donc je le disais, la première chose à laquelle on pense quand on pense travail hybride, c'est la question de l'espace du travail. On a hérité d'un monde dans lequel, au XXe siècle, le travail, il y avait les 3 unités, comme dans le théâtre classique. On avait l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. Et on arrive à cette unité de lieu et de temps qui commence à être plus du tout présente. En fait, ça ne date pas que de la pandémie, depuis déjà une bonne vingtaine d'années. Et puis, tout particulièrement une dizaine d'années avec l'arrivée des smartphones, on a un espace du travail qui se fragmente, qui l'était déjà parce qu'on avait déjà des chaînes de valeur complexes avec des gens qui sont sur un site de production, d'autres qui sont sur un bureau, d'autres qui sont en train de livrer à différents endroits. Donc là aussi, ça n'est pas totalement nouveau, mais ça s'est massifié au point de nécessiter une réflexion plus approfondie. Alors, où en est-on de ce travail hybride ? Donc, où en est-on du télétravail ? Le télétravail, en effet, il y a eu une
très forte accélération avec la pandémie, c'est vrai, même si ce n'est pas nouveau. Très forte accélération quand on regarde un petit peu les chiffres de la courbe que je vous montre. D'ailleurs, si vous ne la voyez pas, faites-nous signe. Et puis, n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions sur le chat. Quand on regarde, on voit qu'il y a eu une très très forte accélération au moment des confinements où il y avait souvent un télétravail exclusif pour les travailleurs qui le pouvaient, qu'on a baissé un petit peu et puis qu'on est remonté. Et on est à nettement plus d'un tiers de l'ensemble du travail qui est fait à distance. Ça inclut en fait beaucoup de choses. Et puis par ailleurs, c'est très souvent quelque chose qui est un phénomène largement sous-estimé. Pourquoi est-ce qu'on sous-estime la quantité de télétravail dans l'ensemble du travail? Il y a plusieurs raisons, je vais vous en citer au moins 3, peut-être même 4. La première raison, c'est les smartphones, c'est nos smartphones. C'est qu'en fait, nous faisons beaucoup de travail dans les interstices des heures officielles de travail. Nous faisons beaucoup de travail quand nous sommes coincés dans le métro, ou pas coincés d'ailleurs, quand nous sommes à la maison en train d'attendre le dîner qui va être bientôt servi, si on a de la chance de se faire servir son dîner par quelqu'un dans son foyer. On passe énormément de temps sur son smartphone, on passe énormément de temps dans le cloud, on passe énormément de temps hors des horaires officiellement comptabilisés. Donc ça ne compte pas comme du télétravail parce que vous ne l'avez pas forcément compté, vous ne l'avez pas forcément officialisé, mais beaucoup de travail se fait en dehors. La deuxième raison pour laquelle on le sous-estime, c'est qu'il y a beaucoup de télétravail informel. Dans un grand nombre d'organisations, vous avez des contrats qui ont été faits entre les travailleurs et les employeurs sur un nombre de jours de télétravail dans un contexte hybride où vous avez 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, parfois plus, de télétravail officiellement accepté et marqué dans le contrat. Et c'est cela qui est compté. Or, il y a une grande partie informelle qui se négocie au jour le jour avec des managers parce qu'aujourd'hui il y a grève, donc on tolère plus de télétravail, parce que vous avez négocié de rester à la maison ou bien de travailler près de chez vous parce que vous attendez l'arrivée d'un plombier chez vous. Et en fait, il y en a une quantité, un volume très difficile à évaluer, mais très important, de télétravail officieux, pas officiel, qui vient gonfler en fait la quantité de travail. Et puis après, il y a encore d'autres raisons. Je dirais la troisième, une raison assez importante, c'est que on a tendance à appréhender le télétravail de manière un peu binaire, comme s'il y avait des emplois télétravaillables et des emplois non télétravaillables. Typiquement, vous voyez un cadre dans le marketing, vous dites c'est un emploi télétravaillable parce que cette personne peut faire quasiment la totalité des tâches à distance, depuis un ordinateur, depuis un téléphone portable. Tandis que le travail d'un plombier n'est pas télétravaillable parce que quand on est sur un chantier, à changer des tuyaux, à installer des chaudières, on le fait sur site et ça ne peut pas se faire à distance, du moins pas encore. Mais cette binarité, elle est bien trop simpliste parce qu'en réalité, le travail d'un plombier est un mélange de tâches parmi lesquelles on a aussi la gestion de ses fournisseurs, l'élaboration des devis, pour les clients, la préparation des commandes, etc. Tout un tas de tâches, la comptabilité évidemment, qui peuvent se faire à distance. De même, quand vous regardez le travail d'un enseignant ou d'un coach, il y a une partie qui peut être faite en présentiel avec des élèves, avec des coachés, avec des individus où rien n'est mieux que d'être en présentiel. Et puis vous avez une grande partie du travail de préparation, d'élaboration, de communication qui se faisait déjà à distance et pourtant ce travail-là n'est pas forcément compté comme un emploi télétravaillable. En somme, le télétravail, c'est comme le travail hybride, on manque de catégories. Il n'existe pas de catégorie INSEE concernant le télétravail. Et si elle existait, elle serait très probablement binaire, c'est-à-dire télétravaillable, pas télétravaillable. Donc là aussi, il faudrait appréhender de manière beaucoup plus granulaire la réalité du travail en comptant un volume par individu de temps télétravaillé par rapport à la totalité du travail. Donc c'est bien plus complexe et ça nous montre toutes les limites des catégories avec lesquelles on fonctionne, avec lesquelles on pense le travail.
Le travail hybride, donc qui est celui qui est cette hybridation ou fragmentation de l'espace, il nous pose aussi beaucoup de questions de management, de culture. Comment est-ce qu'on travaille efficacement quand on a ce mélange des genres et des catégories, quand on est un peu à la maison, un peu dans un espace de coworking ou dans un café, et puis un petit peu au bureau ou encore ailleurs. Comment est-ce qu'on coordonne les équipes efficacement quand on a tant de fragmentation, tant de dispersion? Comment aussi est-ce qu'on s'assure qu'il reste un sentiment du collectif, qu'il reste une culture forte et partagée quand on n'a plus tous ces éléments de langage corporel. Moi, je parle beaucoup avec mes mains. Là, je suis en train de bouger et je regarde de temps en temps Julie parce que je me rends bien compte que parler, ça nécessite d'avoir des interlocuteurs qu'on voit physiquement, même si c'est derrière un écran. Et ces choses-là, elles sont mises à mal par l'hybridation, soit parce que vous avez une partie de gens qui ne se montrent pas physiquement, qui sont uniquement en audio, en visioconférence, soit parce que vous ne voyez pas une partie du corps, soit parce que vous n'avez pas les petits moments avant-après pendant lesquels vous parlez de choses qui n'ont rien à voir avec le travail. Donc ces petits moments informels, lors desquels le langage corporel joue un rôle très important, on a appris qu'ils étaient extrêmement importants. On a appris qu'ils faisaient partie de l'efficacité du travail parce que quand on en est privé ou quand on n'a pas d'alternative, il manque quelque chose à la compréhension, il manque quelque chose à la construction d'une relation de confiance qui est indispensable au travail. J'aime bien rappeler qu'on est quand même des grands singes. On a 99%, 98 et quelques pourcents de notre ADN en commun avec les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Quand on regarde des tribus, les petits groupes de ces grands singes, on voit qu'il y a toutes sortes de petits gestes au quotidien qui permettent de souder ce sentiment d'appartenance. Alors chez les grands singes, on cherche les poux en permanent, on épouille, donc on se touche, on se tripote constamment, et puis on se regarde, on se fait des signes, etc. Eh bien, nous, c'est pareil. Alors, au lieu de chercher des poux, on parle. On parle et on parle de tout et de rien, ces petites choses, de rien du tout. On peut parler du temps qu'il fait ou des problèmes de transport qu'on a eu le matin. Et ces choses-là ont l'air de n'avoir aucune importance. En fait, ils ont une importance cruciale pour nous envoyer des petits signaux qui nous disent « tu fais partie du groupe ». Tu fais partie de cette tribu, ton appartenance dans cette tribu est assurée, je viens te rassurer sur le fait que tu en fais bien partie. Et ça passe par des clins d'œil, par des tapes sur l'épaule, par des sourires, par des bonjours, par des « à demain ». Le « à demain » comme ça, complètement anodin, mais en fait, il signale à notre cerveau ancien que notre relation avec l'autre a un avenir, puisqu'on se projette sur le lendemain. Alors, si je dis aussi on verra ce sujet-là le mois prochain, si ça projette la relation dans un mois, ce qui nous apporte énormément ce sentiment de sécurité sur la pérennité de notre appartenance dans le groupe. Donc on voit que toutes ces petites choses-là, quand elles ne sont pas pensées, dans un contexte de travail hybride, elles peuvent passer à la trappe, augmenter le sentiment d'isolement, augmenter justement la perte du sentiment d'appartenance, voire une forme de paranoïa sur les relations avec les autres. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut bien avoir en tête, comme si tous les managers aujourd'hui devaient devenir anthropologues, voire primatologues, pour bien comprendre tout ce dont on a besoin pour travailler ensemble. Donc je le disais, ça nécessite une forme d'ingénierie, en l'occurrence une ingénierie sociologique ou anthropologique et psychologique, pour élaborer des manières de travailler ensemble qui s'accommodent de cette fragmentation de l'espace. Ça veut dire fondamentalement deux choses. La première, c'est qu'on a tendance à penser, quand on travaille de manière hybride au niveau de l'espace, on a tendance à penser que l'espace par défaut, c'est le bureau quand même. Le bureau, c'est un hub dans lequel on passera toujours, c'est là qu'on verra ses collègues en physique et tout. Et c'est vrai que pour la dimension physique des relations, le bureau peut continuer à jouer un rôle, et un rôle important. Mais quand on va au bureau aujourd'hui, la plupart du temps, on travaille exactement de la même manière qu'à la maison, c'est-à-dire
sur les outils de travail à distance, avec les applications de visioconférence, les outils collaboratifs qu'on utilise, son casque ou ses écouteurs et son écran, et puis avec des individus qui parfois sont, eux, à distance. Donc on ne travaille pas différemment et on reste parfois plus isolé. Il arrive qu'on se retrouve au bureau et qu'on ne trouve pas les collègues qu'on pensait trouver parce qu'ils sont aussi dispersés aux quatre coins de la géographie de l'équipe et qu'on ne les retrouve pas. Et donc il y a cette espèce de manque ou de vide qu'on peut trouver au bureau quand on n'a pas pensé le travail hybride parce que ça n'est plus cet espace par défaut. L'espace par défaut, c'est-à-dire celui qui coordonne tous les autres, c'est l'espace numérique. C'est l'ensemble de toutes les applications et les outils qu'on utilise pour travailler ensemble. On est sûr de trouver ses collègues et de pouvoir leur parler sur les outils de chat d'entreprise que vous utilisez, Teams, Slack ou autres. On est sûr de les trouver là. Et le deuil qu'il faut faire pour comprendre que l'espace par défaut, c'est l'espace numérique, c'est une forme de deuil, parce qu'on attend encore de la spontanéité du bureau, la magie de la sérendipité, de se dire « oh bah tiens, on va croiser quelqu'un, avoir une conversation fabuleuse, il en sortira une idée géniale et on va pouvoir innover ». Et là, ça se passe de moins en moins, de même que les rencontres amoureuses spontanées se passent un peu moins parce que les gens ont plus le nez sur leur smartphone et que les regards langoureux complètement au hasard d'une rencontre dans un bar, ça arrive nettement moins souvent. Donc le deuil qu'il faut faire à se dire « je vais aller sur une application de rencontre pour rencontrer quelqu'un », je l'assimile à une forme de deuil parce qu'on voit ça comme moins romantique. Mais on a exactement les mêmes fantasmes au travail. On est des grands romantiques, on aimerait que ça se passe de manière spontanée et ça ne se passe plus de manière spontanée. Donc, penser cet espace numérique par défaut pour maximiser les rencontres, les échanges et imaginer, ça c'est la deuxième chose après l'espace numérique par défaut, des rituels nouveaux qui nous permettent de cimenter ces relations de confiance, d'avoir tous nos petits signaux de grand singe là, pour nous rassurer sur notre place dans le groupe et notre avenir dans le groupe. Ça veut dire insister sur des moments de travail synchrones, quelles que soient les modalités où ils s'organisent, des moments où on est tous ensemble et des moments où on va échanger sur des choses qui ne sont pas du travail, recréer. Alors quand je dis si on recrée de l'informel de manière formelle, l'informel n'est plus informel, c'est vrai, mais redonner un espace, même numérique, à des échanges qui permettent de cimenter ces relations de confiance et de nous rassurer sur notre place dans le groupe. Alors, on peut dire beaucoup sur les nouveaux rituels. En réalité, on ne les a pas encore complètement bien imaginés et bien conçus. Pendant la pandémie, on avait beaucoup insisté sur le fait de faire des choses ensemble, via la visioconférence, et on a passé notre temps derrière un écran et on a eu un énorme ras-le-bol des écrans. Après la pandémie, on a eu un peu un mouvement contraire de se dire maintenant il faut forcer les gens à revenir au bureau pour justement être ensemble et recréer le groupe, et on se rend compte que ça ne marche pas complètement non plus, et puis maintenant on va arriver à un nouvel équilibre qui est celui d'un espace hybride bien conçu, bien pensé, où par itération successive, on arrive petit à petit à créer pour chaque culture et pour chaque équipe les rituels qui fonctionnent et qui permettent au groupe de créer ces relations de confiance. Mais l'hybridation, ce n'est pas que l'hybridation de l'espace. En réalité, l'hybridation, je parlais un petit peu des automobiles tout à l'heure, mais l'hybridation, ça touche beaucoup de domaines. C'est deux espèces qui se mélangent, et puis cette espèce de bâtard que l'on trouve et qui ne correspond à rien de ce que l'on connaît. Et même dans le travail, il y a d'autres dimensions qui sont en train de s'hybrider. Quand on regarde l'interne et l'externe, les salariés, les freelances, les prestataires, on se rend compte qu'en fait, la main-d'œuvre, l'équipe, le groupe, il est hybridé depuis déjà pas mal d'années, parce que depuis plus de 30 ans, on a une complexification, une hybridation des équipes.
et des chaînes de valeur. Quand on parle de chaîne de valeur, c'est-à-dire voilà, l'ensemble des parties prenantes dans un processus de production. Donc les sous-traitants qui fabriquent des premières briques qui vont ensuite être assemblées par d'autres, puis être vendues ou en tout cas encore modifiées par d'autres prestataires avant d'arriver finalement au client. Donc c'est toute une chaîne qui est faite de tout un tas de parties prenantes, parmi lesquelles même les utilisateurs peuvent jouer un rôle encore plus actif. Quand un utilisateur rentre quelque chose sur son écran, il fait parfois un travail qui était fait autrefois par quelqu'un derrière un guichet. Aujourd'hui, vous achetez vos billets de train sur une application, sur votre smartphone, alors qu'avant, c'était un employé derrière un guichet qui faisait ce travail de saisie des informations pour émettre le billet de train dont vous avez besoin. Donc on voit que là, il y a une hybridation même au niveau de l'utilisation ou de la consommation d'un service ou d'un produit, puisque les consommateurs jouent des rôles qui étaient joués auparavant par les travailleurs. Alors ça devient sacrément compliqué toute cette histoire quand on se rend compte que à l'intérieur d'une entreprise, on a énormément de parties prenantes, énormément d'individus qui parfois travaillent ensemble sans faire formellement partie de la même équipe, sans avoir le même employeur. Par exemple, une équipe dans un département informatique qui a des freelances recrutés en direct pour des missions longues, mais aussi des consultants ou des ingénieurs qui travaillent dans une entreprise de services numériques et qui donc sont salariés d'une autre entreprise qui n'est pas celle dans laquelle ils travaillent tous les jours. Et enfin, peut-être un stagiaire qui est là pour quelque temps, surtout pour observer, et puis qui partira demain, mais qui restera en contact avec les collègues qu'il a appris à apprécier. Et puis, toutes sortes d'individus, même des prestataires qui viennent faire le ménage, qui ne sont pas salariés de la même entreprise. Et finalement, si on dézoome et qu'on regarde l'ensemble des travailleurs qui contribuent à réaliser un projet, une tâche ou créer un produit, on voit que c'est devenu de plus en plus complexe, avec des statuts très nombreux, des gens en contrat court, en contrat long, des CDD, des CDI, des intérimaires, des prestataires. Et parmi les prestataires, vous avez des gens recrutés en direct, qui sont des travailleurs indépendants, mais vous avez aussi des salariés d'une entreprise de prestation avec laquelle vous avez négocié des tarifs sur les missions. Et vous avez quelque chose qui devient de plus en plus difficile à appréhender, au point que la notion de ressources humaines ou la notion d'équipe, elle devient elle aussi une notion très hybride. Et si on s'attache uniquement à regarder les salariés en interne d'une équipe, on passe à côté de toute cette porosité de ce qui se passe avec l'externe et puis des interactions entre l'interne et l'externe, les manières dont ils s'influencent, enfin dont l'interne influence l'extérieur et inversement, surtout l'externe qui influence l'interne, dont on se nourrit les uns les autres d'influences multiples et où on fonctionne comme un écosystème. On doit entretenir des liens au-delà même de cette tribu très soudée de gens qui se côtoient au quotidien, ce qui nous invite à repenser très largement la notion même d'entreprise, la notion d'équipe, la notion de culture, que l'on colle toujours un peu trop à l'idée de l'interne, alors que ça s'élargit largement. La deuxième forme d'hybridation, une forme d'hybridation qui nous inquiète un peu pour certains d'entre nous aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle non plus, c'est l'hybridation entre l'humain et la machine, entre l'humain et voilà, tous les logiciels et les algorithmes qui facilitent notre travail du quotidien. En matière d'intelligence artificielle, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup d'angoisse. J'ai entendu que dans la table ronde, on avait un petit peu parlé d'intelligence artificielle. Il y a à la fois des fantasmes. On imagine une utopie, soit de la fin du travail, soit d'une efficacité parfaite ou d'un monde qui serait meilleur, mais aussi des dystopies où l'humain, comme le cheval, perd son travail. Le cheval qui nous transportait autrefois et où voilà, on était noyé par le crottin de cheval et on imaginait qu'on n'allait pas s'en sortir. Et puis tout d'un coup, pof, on a créé le moteur et puis l'automobile et on n'a plus du tout eu besoin de ces centaines de milliers de chevaux qui nous transportaient dans les grandes villes. Et on craint un peu qu'il pourrait se passer la même chose pour certains travailleurs qui, comme les chevaux d'hier, alors finiront pas mangés à l'abattoir, mais finiront pauvres, démunis, sans ressources, comment faire, etc. Et en fait, évidemment, ce débat-là, il n'est pas du tout nouveau. Le débat de est-ce que la machine complète l'humain ou est-ce qu'elle le menace, c'est le sujet de
plus de 50 ans de science-fiction, en réalité, même encore, oui, nettement plus que 50 ans de science-fiction. Et puis c'est un sujet du quotidien où en fait il y a deux forces qui coexistent en la matière. La force de substitution, c'est-à-dire le fait qu'une machine à un moment va se substituer à l'humain, soit sur une grande partie des tâches, soit sur la totalité des tâches. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Si on regarde d'ailleurs très récemment tout ce qui est prestation de traduction en l'espace de quelques années, avant même l'apparition de GPT, on avait déjà des logiciels très puissants qui ont complètement rendu caduc le travail de 95% des traducteurs parmi la prestation. C'est un marché qui s'est complètement effondré. C'est un marché de prestations. Donc c'était à l'intérieur des équipes, quand on faisait appel de temps en temps à des cabinets, on ne s'en rend pas forcément compte de cela, mais il y a des choses comme ça qui sont allées très très vite. Idem pour aujourd'hui certains graphistes, certains illustrateurs qui voient le nombre de leurs missions chuter très très rapidement, des copywriters, des rédacteurs, des gens qui font du editing de texte. Il y a des choses qui sont en train de se passer très très vite. Autrefois, au moment de la révolution industrielle et notamment la révolution du textile, on a créé des machines à tisser qui ont très rapidement menacé la vie, la rémunération d'un grand nombre d'ouvriers du textile. C'est pour ça qu'on a appelé, il y a eu une révolte en Angleterre, la révolte dite des Luddites, parce que le meneur de cette révolte, Ned Ludd, L-U-D-D, on ne sait même pas d'ailleurs si c'était un personnage réel ou pas, peut-être juste un mythe, aurait cassé les machines, parce qu'elles menaçaient les ouvriers par rapport à leur rémunération, par rapport à leur vie. Et on a appelé ludisme tout mouvement qui vise à accuser les machines de supprimer le travail humain. Et pendant longtemps, on a accusé ces ludites, et les néoludites aujourd'hui, d'être quand même un poil ringard, parce qu'à long terme, on a toujours créé plus de travail qu'on en a supprimé. Sauf que le long terme cache effectivement le court terme et le moyen terme, lors desquels il y a des gens qui peuvent, en effet, et qui ont été dans l'histoire, largement touchés, affectés dans leur vie quotidienne et parfois ont perdu leur rémunération. Donc cette force de substitution, elle est réelle, il ne faut pas la minimiser. Il peut tout à fait y avoir des cas où on a une grande partie des emplois dans une catégorie qui pourrait disparaître et où, même si d'autres emplois sont créés ailleurs, la question de la reconversion et de la mobilité crée une friction importante, ce qu'on appelle du chômage frictionnel, qui n'est pas du tout si évident à régler que cela. Donc la force de substitution, c'en est une. Mais il y a aussi la force de complémentarité. C'est celle qu'on met en avant, c'est celle que les anti-ludites ont longtemps mis en avant. C'est-à-dire de dire, mais enfin, la machine, jusqu'ici, nous a largement augmenté, bien plus qu'elle nous a remplacé. Arrêtons avec ce fantasme de la substitution. En réalité, nous sommes toujours rendus plus puissants depuis qu'on a taillé des silex pour couper des trucs, pour couper des choses à manger, couper de la viande, etc. On a cessé de perfectionner nos outils qui fondamentalement sont le prolongement de notre main, en fait, sont vraiment quelque chose qui nous rend plus puissants, nous rend plus forts. Aujourd'hui, parmi les débats sur l'IA, il y a beaucoup cet adjectif de augmenter. Alors, c'est un peu un synonyme de hybride en l'occurrence, l'humain augmenté, la réalité augmentée. Alors, c'est marrant ce terme, on voit qu'il y a eu du marketing derrière, de dire oui, ça nous rend plus forts, ça nous rend plus puissants. C'est ce qui nous permet d'augmenter notre productivité avec cette idée que dans nos tâches, dans l'ensemble de nos tâches, quand vous avez un poste, si vous faites la liste de toutes les tâches que vous faites, il y a des tâches que vous pourriez automatiser beaucoup plus facilement, et puis d'autres sur lesquelles votre valeur continue d'être pertinente et sur lesquelles vous pourriez vous concentrer, et pourquoi pas ajouter d'autres tâches, de choses que vous ne faisiez pas, et ainsi, de toute façon, augmenter non seulement la productivité, mais la taille du gâteau dans son ensemble. C'est-à-dire que quand on est augmenté, quand on est plus productif, on peut produire beaucoup plus, ce qui permettra de baisser le coût et donc
pourquoi pas le prix des biens et des services sur le marché et de le rendre plus accessible à beaucoup, beaucoup plus de monde. Et donc augmenter l'accessibilité de choses qui peuvent être très utiles et très nécessaires, qu'il s'agisse de santé, d'éducation. Voilà, dans la santé, il y a beaucoup de goulot d'étranglement, il y a des choses qui sont très chères. Si on pouvait augmenter les médecins, le personnel soignant, etc., on peut se dire que ça serait un grand ouf, parce que vu les besoins qu'on a sur le marché de la santé, si ça permettait de rendre plus accessible un certain nombre de traitements, de soins, de diagnostics, des gens qui ne sont pas diagnostiqués alors qu'ils devraient l'être, ce serait tant mieux en fait. Et puis vu les évolutions démographiques, le vieillissement de la population, le fait qu'il y aura probablement beaucoup moins de monde, beaucoup moins de monde dans la population active demain, beaucoup de départs à la retraite, beaucoup de gens qui vont être très occupés par le soin qu'ils vont donner à des personnes plus âgées en perte d'autonomie. Donc il y aura une contraction de la population active. Donc si les travailleurs restants pouvaient être sacrément plus productifs et avoir aussi comme ça le temps de s'occuper de leur famille et de leurs aînés, eh bien, ce serait tant mieux. Donc cette force de complémentarité, on voit qu'elle a aussi des arguments pour elle, et je ne vais pas la trancher, au risque de vous décevoir. Je ne vais pas vous dire qu'il y a l'une qui est plus vraie que l'autre, parce qu'en fait, les deux existent, et c'est évidemment très difficile à l'heure actuelle de savoir très exactement jusqu'où on ira dans la composition des postes. Il y a une autre crainte qui est tout à fait pertinente et qu'il faut entendre, qui est celle que parmi les emplois aujourd'hui fortement valorisés, les cadres, les créatifs d'une manière ou d'une autre, pour la première fois, ils se sentent menacés sur les tâches à haute valeur ajoutée parce que les dernières générations d'IA générative peuvent faire des tâches qui étaient des tâches jusqu'ici considérées comme des tâches à très haute valeur ajoutée, tandis que des tâches moins valorisées jusqu'ici sur le marché mais sont des tâches qui sont beaucoup plus difficiles à automatiser. Par exemple, faire le ménage chez quelqu'un, c'est un ensemble de tâches qui sont beaucoup trop complexes à modéliser, qui seraient trop complexes à automatiser. Il faudrait une armée de robots pour faire tout ce que vous faites quand vous faites 3 heures de ménage chez vous. Et donc, ça, c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas d'actualité d'automatiser l'essentiel du travail d'une infirmière, l'essentiel du travail d'une femme de ménage. Mais, vous allez me dire, là, dans ces substitutions c'est des emplois mal rémunérés qui sont très nombreux et pour lesquels on cherche à recruter, tandis que des emplois valorisés et bien rémunérés, eux, on en aurait moins besoin. Donc là, il y a cette crainte, mais qui nous amène à réfléchir sur la valorisation de ce qu'on sait bien faire et de ce qu'on n'automatise pas. C'est-à-dire que ma prédiction, si je devais en faire une, c'est que il pourrait, et en tout cas il devrait y avoir une revalorisation d'un grand nombre d'emplois de services qui sont indispensables, qu'on a qualifiés d'essentiels pendant la pandémie. Et c'est là, dans cet avenir du travail, où les travailleurs augmentés, il s'agit aussi de s'intéresser à ces travailleurs aujourd'hui qui travaillent dans des conditions difficiles et qui sont peu valorisés. Et puis on a une troisième forme d'hybridation. Cette troisième forme d'hybridation, Julie, je suis encore dans les temps. On est bon. La troisième forme de l'hybridation concerne notre rapport à l'innovation. Pourquoi notre rapport à l'innovation? On entend tout le monde dire, on a l'impression que tout le monde est pour l'innovation, il veut innover pour faire mieux, pour économiser les ressources, faire la même chose avec une économie plus décarbonée, utiliser moins d'énergie fossile, plein de raisons d'innover et de très très bonnes raisons d'innover dans un contexte où les ressources sont limitées, l'impact sur l'environnement nous inquiète. Donc l'innovation, on mise beaucoup dessus. Donc on a cette injonction permanente à l'innovation, à l'agilité, dans un contexte où l'incertitude nous semble omniprésente. On se demande quel nouvel événement imprévu va se produire. Ce matin, Julie, j'ai eu des événements imprévus en matière de transport. Voilà, un arrêt complet d'un métro sur lequel j'avais pourtant misé. Il y a cette espèce d'imprévu. Depuis 3-4 ans, là, on vit avec cette idée qu'il y a toujours quelque chose qui va arriver, qui va mettre en péril la fameuse chaîne de valeur et l'approvisionnement. On a eu des pénuries de beaucoup de choses depuis 4 à 5 ans. On a cette inflation très forte sur certains produits dont on se dit qu'elle pourrait durer.
Parce que l'approvisionnement dans des pays qui sont en guerre ou dans des pays qui connaissent des sécheresses très fortes, dans lesquelles on ne va plus pouvoir produire ce qu'on produisait jusqu'ici, nous amène à penser que cette espèce d'incertitude, elle est généralisée, qu'il y a une volatilité très très forte. Donc, innovation à toutes les sauces. Sauf que, pendant ce temps, il y a aussi d'autres organisations ou d'autres domaines dans lesquels on a une injonction à optimiser, à être toujours plus efficace, à resserrer les coûts, à resserrer les boulons constamment. Qu'il s'agisse là encore des services publics par exemple. On dit non, les budgets n'augmentent pas, il faut faire toujours plus avec moins et on recrute personne de plus. Ou bien aujourd'hui l'année est difficile, il y a de l'inflation, avec le même budget on va faire au moins autant, voire plus, avec des ressources inférieures. Donc il s'agit, messieurs, mesdames dans l'équipe, de faire plus avec moins et d'être toujours plus efficace, de faire la course au gaspillage, éliminer tous les gaspillages qui se trouvent dans votre journée, dans vos coûts, etc. Or, en réalité, la course au gaspillage et l'injonction à l'innovation sont deux choses incompatibles. On ne peut pas innover en chassant le gaspillage. C'est absolument impossible. Pour être parfaitement efficace dans ce que vous faites, il faut le faire parfaitement, donc être très expérimenté et faire des choses que vous savez faire et des choses que vous avez déjà faites. Et c'est comme ça que vous savez où est-ce que vous pouvez éliminer le gaspillage et être toujours plus performant. En revanche, innover, c'est faire quelque chose d'une manière que vous n'avez jamais faite ou quelque chose que vous n'avez jamais fait. Soit c'est une innovation de processus, soit c'est une innovation de produit, mais par définition, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore fait. Et pour innover, faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait, on est dans l'inconnu, on est dans l'idée que justement, il faut tester des choses, il faut essayer. Et essayer. Qui dit essayer, dit gaspiller du temps, des ressources, voire de l'énergie pour tenter. Il y a un univers où on a ces deux injonctions contradictoires qui l'illustrent le mieux. C'est le monde des très grands restaurants, les étoilés Michelin, vous savez, la très haute gastronomie, vous avez des grands chefs, un peu comme des savants fous, qui sont des génies avec des idées nouvelles tout le temps, qui vont imaginer une nouvelle manière de cuire quelque chose, ou bien un produit qu'on n'avait jamais mangé, s'imaginer qu'on va le manger, voilà, une nouvelle fleur qu'on va faire pousser, qu'on va mettre sur les plats, enfin, c'est toujours des choses un peu vraiment nouvelles, complètement surprenantes, avec aussi cette idée que les clients qui payent très très cher pour aller dans ces très grands restaurants, ils ont envie d'avoir l'effet waouh tout le temps. Donc quelque chose qu'on n'a jamais mangé, une histoire qu'on ne vous a jamais racontée, des plats étranges que vous n'avez jamais vus ailleurs, des saveurs ou des textures tellement surprenantes. Donc on est dans l'innovation la plus totale. Donc ça, ces équipes, ce sont des laboratoires qui innovent, qui imaginent des menus sous l'égide d'un grand chef / savant fou, qui va tester des nouvelles farines, des nouvelles manières de cuire, des nouveaux produits, et qui va gaspiller à tout va, parce que pour tester la bonne cuisson, le bon procédé, il y a beaucoup de chimie aussi, il y a même des chimistes parmi eux, la nouvelle manière de raconter toute une histoire, parce qu'on vous vend du rêve quand vous allez dans ce genre d'endroit, ils vont gaspiller à tout va, ils vont être des toutes petites équipes qui se connaissent très très bien, qui communiquent tout le temps, qui goûtent ce que les uns préparent, il y en a un qui est expert du pain, l'autre qui est expert d'autre chose, et qui vont tout le temps échanger, se faire goûter, etc. Et ils ne sont pas du tout dans une logique d'optimiser. Ils ont un temps dédié, un espace dédié pour créer, pour laisser libre cours à leur imagination et à leurs tests. Mais pendant ce temps, dans la cuisine d'un grand restaurant, dans laquelle vous avez un menu et des clients qui sont venus, et potentiellement pas des contrôleurs, mais des critiques Michelin qui vont venir tester, et la fiabilité de la qualité fait partie des critères déterminants pour vous attribuer ou pas une étoile, ceux-là, sans pitié, attendent un niveau de qualité extraordinaire, parce que c'est très cher, donc un niveau de qualité absolument parfait, stable dans le temps, fiable. Et puis pour faire tourner une cuisine à ce niveau-là, il faut une optimisation parfaite des processus. C'est un ballet incroyablement bien orchestré, il ne faut pas se cogner les uns aux autres, chacun a son poste, chacun a sa fiche de poste, il y en a un qui fait que griller, il y a un saucier, une cuisine, c'est
une division des tâches impeccable dans laquelle il y a zéro gaspillage. Vous amusez pas à gaspiller des produits ultra coûteux, c'est trop cher, les marges sont trop faibles. Donc vous avez l'optimisation parfaite de processus. Donc comment on a les deux? Dans le cas de la haute gastronomie, on le voit bien, les deux sont séparés. Vous avez un temps et un espace pour la création, puis vous avez élaboré votre menu, vous avez votre courroie de transmission, celle qui est de l'innovation à l'optimisation des processus, où on va créer le menu et créer le ballet ou l'orchestration de ce ballet qui va permettre d'avoir ce plus haut niveau d'efficacité, d'optimisation des processus au jour le jour. Et les deux sont séparés. En fait, on ne peut pas à la fois optimiser et innover. Il faut bien se rendre compte que c'est une injonction contradictoire. Donc cette hybridation-là, elle est intéressante parce que le contexte dans lequel nous allons, c'est un contexte, je le disais, d'incertitude généralisée, de grande volatilité, dans laquelle il va falloir hybrider, mais hybrider en séparant les choses, en l'occurrence, cet espace pour l'innovation et cet espace pour l'optimisation et pour l'efficacité. En somme, vous l'aurez compris, et ce sera un peu ma conclusion, parce que je crois que je suis là à la fin du temps qui m'a été donné, pour travailler dans cette hybridation la plus totale, il va falloir, pour travailler bien ensemble, il va falloir une ingénierie de cette hybridation, c'est-à-dire vraiment penser à toutes les étapes, quelles sont les nouvelles catégories que l'on crée. Si on prend le meilleur de deux espèces, il faut bien s'assurer que c'est le meilleur de deux espèces pour en faire une troisième. Il faut s'assurer qu'on le fait qu'on le fait bien, qu'on le fait dans des bonnes conditions. La première question, c'est sur comment on communique ensemble, comment on travaille ensemble, comment on est sûr qu'on inclut tout le monde dans une équipe qui est hybride. Pour ça, il faut apprendre à naviguer entre les cultures. On a bien compris que, en fait, quand on travaille de manière dispersée et qu'on n'a pas forcément le langage corporel ou qu'on n'a pas forcément le contexte dans lequel se trouve l'individu avec lequel on communique, il nous manque des éléments pour bien comprendre le message. C'est les mêmes questions qui se posent dans la communication interculturelle. Julie me parlait de Erin Meyer et de la carte des différences culturelles. C'est exactement ça, c'est apprendre à naviguer entre les cultures, même quand on est tous dans le même pays, en fait, on a les mêmes questions. C'est qu'on manque de contexte, on manque d'éléments de compréhension du message, comme quand on est deux personnes de cultures différentes, alors qu'on est potentiellement de la même culture. Donc là, c'est des clés pour, par exemple, comprendre que la confiance, c'est un mélange de confiance affective et de confiance cognitive, que la communication, c'est un mélange de qu'il y a de l'implicite et de l'explicite. Donc par défaut, il faut être très explicite, que le rapport au temps, il se transforme dans un contexte hybride. Vous avez remarqué qu'on est beaucoup plus strict sur le temps. On a rendez-vous pour une visioconférence à 10h, c'est 10h. Et quand on est là à 10h01, on dit « pardon pour mon retard », comme si nous étions tous devenus suisses. Alors qu'auparavant, une réunion en présentiel, une minute de retard, en tout cas en France, on ne s'excusait pas d'avoir une minute de retard. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des dénominateurs communs sur chaque élément de cette communication interculturelle qui sont en train de se transformer. Dans le rapport au temps, dans le rapport à la communication et à l'explicite et l'implicite, deux exemples qui montrent qu'on a des nouveaux codes culturels pour avoir un dénominateur commun dans un contexte hybride qui revient à être un contexte interculturel. La troisième chose, on en a déjà pas mal parlé, c'est que pour concevoir cette bonne collaboration, on ne le dit jamais assez, mais les bons outils sont absolument indispensables. Là aussi, Julie me parlait de l'audio, de l'importance de l'audio quand on est en visioconférence. On n'en a pas suffisamment eu conscience au début. On se rendait compte que quand il y avait deux personnes dans une pièce, que les deux étaient connectés, il y avait des échos, que quand on était un petit peu trop loin, le son était insuffisant pour bien passer, que la personne dont le son ne fonctionne pas bien dans une réunion va être de fait complètement exclue de la réunion, va ne pas pouvoir apporter sa contribution et se sentir donc exclu, mal à l'aise, tout le monde est mal à l'aise d'ailleurs, et que donc la
qualité et des équipements de hardware, des équipements des micros, etc. Et aussi après de la couche applicative que l'on utilise pour faire fonctionner tout ça, là aussi on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne marchent pas complètement parfaitement et qu'on a encore des progrès à faire, bien que tout soit là. Tout a l'air d'exister, mais tout n'est pas encore parfaitement coordonné. Et puis s'ajoute à ça cette difficulté qui est la fragmentation des outils. Vous avez le fameux bypass, le fait que beaucoup d'utilisateurs contournent les outils professionnels pour utiliser leurs propres applications. Par exemple, au lieu d'utiliser l'application pro qu'ils jugent insuffisante, ils vont aller communiquer avec leurs collègues sur WhatsApp pour aller plus vite ou des choses comme ça. Donc ce qui fait cette fragmentation, avec parfois une déperdition de données critiques pour l'entreprise, et donc parfois aussi la grande question de que vais-je, où était l'information en fait, et sur quel canal était-ce. Donc là, l'idée c'est que la prochaine couche d'IA, Microsoft est déjà lancé dans la course, beaucoup d'autres sont lancés dans la course, mais Microsoft touche beaucoup d'entreprises avec Copilot, là, de se dire maintenant, voilà, la dernière couche, c'est une couche qui permet de coordonner tout cela, d'avoir une interface unique qui aide les individus, les travailleurs, à savoir exactement synthétiser toute l'information sur un ensemble d'outils utilisés. Alors, je vois déjà venir le fait que justement, ces couches-là, elles n'incluent pas les outils privés, elles n'incluent pas le bypass. Donc ça ne va pas être parfait tout de suite, contrairement à ce qu'on dit, ça va prendre encore du temps. Mais là, il y a un gros enjeu d'investissement, d'apprentissage, de coordination, d'archivage, etc. pour avoir cette couche applicative, cette interface qui fonctionne parfaitement et qui va nous permettre d'accéder tout de suite à l'information dont on a besoin pour ne pas avoir ce gaspillage de temps de où était l'information, qu'est-ce qui s'est dit, et de mettre tout le monde au même niveau d'information. Beaucoup de choses ont déjà été faites, mais il reste encore du chemin à faire. Idem pour la conception des espaces, que ce soit l'espace de bureau, on ne sait pas à quoi il va ressembler aujourd'hui. On se rend compte que comme on travaille pareil au bureau qu'à la maison, qu'on a besoin d'espaces privatifs, mais du coup, que devient la convivialité attendue dans un espace partagé? On se rend compte qu'il va falloir beaucoup plus de mobilité des usages, beaucoup plus de mixité des usages dans des espaces physiques. Donc là, c'est vraiment le tournant que prend la conception des espaces de demain, avec ce décalage de temps, qui est que le temps de l'architecture, de l'immobilier est tout un temps long, alors que le temps de nos usages, par les temps qui courent, est très très rapide, il y a toujours un décalage. Et puis ces espaces, ils incluent aussi notre espace domestique. Et là aussi, entre la crise du logement, grande difficulté à se loger, le fait que beaucoup d'individus, il leur manque la pièce en plus quand même pour pouvoir travailler dans des très bonnes conditions. Si vous avez deux adultes actifs dans un foyer, par exemple, souvent il y a l'un des deux qui n'a pas accès au même espace pour travailler, pour télétravailler dans des bonnes conditions. Et là aussi, il y a un délai, il y a un temps long et il y a un rôle qui sera probablement plus fort des entreprises pour coordonner ces différents espaces physiques, soutenir davantage les individus, c'est déjà aussi ce qui est en train de se passer, dans une bonne conception des espaces physiques. Et les rituels, on en a parlé, qu'est-ce que veut dire travailler ensemble, quels sont les rituels qu'on va inventer pour souder ce sentiment d'appartenance. Et puis, last but not least, en fait, on s'inscrit dans un espace encore plus large que ça, qui est un espace sociétal, national, voire international, et on a toujours autant besoin, même plus, de nos infrastructures. J'aurais dû faire cette conférence à 9h, ça ne s'est pas produit parce qu'il y a eu une très grande crise de métro. Et ça arrive beaucoup, les franciliens parmi vous en savent quelque chose, et pas que les franciliens d'ailleurs, les transports, les infrastructures collectives de transport qui sont là aussi sous tension à cause de toutes les transformations qu'on a connues et à cause aussi de cette injonction double à innover et à optimiser, qui à un moment est incompatible, sont souvent au niveau maximal de tension. Donc il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de crises. Et en fait, on a besoin de ça pour un travail hybride qui fonctionne correctement. Il faut l'intégrer dans la réflexion. La mobilité fait partie indéniablement des choses les plus importantes. La question du logement au niveau
politique, au niveau sociétal, la question du care. Quand je parle de care, je parle du care de nos enfants, de nos aînés, etc. Parce que on l'a mal vécu pendant les confinements. C'est pas possible le travail hybride si c'est hybride avec vos tâches parentales en même temps et que vous avez des enfants en bas âge. Donc tout ça, ça fait partie de l'ensemble des infrastructures sur lesquelles s'installe ce travail hybride de demain et qu'il faut, alors en tant qu'individu, en tant qu'organisation, en tant que citoyen, avoir en tête pour être sûr que ce travail hybride sera demain meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui. Merci beaucoup Laetitia. Je pense que ça, moi en tout cas, ça a beaucoup résonné tout ce que tu as dit et je pense que c'est le cas pour tous ceux qui assistaient à la conférence. J'imagine qu'on a des questions peut-être ? Oui, c'est ça. Moi, je vais donner la priorité d'abord aux questions des internautes. C'est le travail hybride, vraiment l'approche hybride, la première partie qui a vraiment fait réagir les gens, et notamment sur la question de la formation des managers, qui est insuffisante. Mais est-ce qu'il existe une formation des managers aujourd'hui à l'hybride, au travail hybride ? Est-ce qu'il y a tout à construire ? Comment toi, tu observes ça dans les entreprises ? J'observe que les managers sont vraiment extraordinairement stressés. D'ailleurs, dans l'augmentation des arrêts, de l'absentéisme, le stress managérial figure en tête des causes, des raisons de cette augmentation de l'absentéisme. Et il a des répercussions d'ailleurs sur les équipes, puisqu'un manager stressé, absent, etc., ça a des répercussions délétère sur le reste de l'équipe. Et pourquoi tant de stress ? Précisément parce qu'ils ont toutes ces injonctions contradictoires. Ils se retrouvent comme ça pris en étau entre l'injonction à faire fonctionner une équipe de la manière la plus optimisée possible, à optimiser les ressources, à être efficace, à en faire toujours plus, une charge de travail dont ils ont énormément l'impression qu'elle augmente fortement. Tout en ayant cette hybridation qui se traduit très concrètement par une multiplication de la communication par écrit. Et cette multiplication de la communication par écrit, c'est l'augmentation exponentielle des messages sur les réseaux lambda de travail et les mails. Voilà, les mails, je n'ai plus le chiffre en tête, mais une augmentation énorme. Et donc évidemment, en fait, beaucoup sont en souffrance. Et on leur ajoute par-dessus ça, donc dans ce contexte difficile, la responsabilité et la charge du bien-être de tous les individus qu'ils managent dans un contexte hybride, en leur disant bah oui, il y a un sentiment d'isolement, la perte du sentiment d'appartenance, etc. Donc là, à un moment, en fait, il faut le dire très clairement, c'est impossible de tout faire. C'est impossible. On est dans le même cas que la cuisine, là. C'est impossible à la fois d'avoir ce temps long pour réfléchir au rituel de demain, au projet de demain, etc. Ce qui sera pertinent dans un contexte du futur du travail, et optimiser tout ça, gérer les absences, etc. Donc à un moment, je pense qu'il faut arrêter avec toutes ces injonctions. C'est-à-dire que pour le faire bien, il va falloir en faire moins. Il va falloir en faire beaucoup moins. Donc probablement arrêter avec les incohérences entre les objectifs individuels et les objectifs collectifs. C'est-à-dire qu'on affirme qu'on soutient l'intelligence collective et l'équipe, mais en réalité, on évalue les gens avec des critères très individualisés qui sont en contradiction avec l'objectif collectif. Donc il y a à l'échelle managériale tout un tas de contradictions qu'il va falloir résoudre. Et il faut arrêter de taper sur les managers en disant que tout est de leur faute et qu'il n'y a qu'à Faucon, il n'y a qu'à se former. Donc non, il n'y a pas de formation miracle à laquelle on pourrait se préparer à tout. Après, à titre individuel, je suis convaincue que chacun a besoin de s'intéresser à des sujets liés à la sociologie, à l'anthropologie, à la psychologie, mais ça a l'air d'être un luxe comme ça quand on est déjà absolument débordé de se dire maintenant je vais rajouter un livre. Une formation mode d'emploi sur comment manager en hybride, c'est pas forcément c'est pas forcément la clé à tout parce qu'il y a des réalités pour chaque équipe et chaque organisation qui sont différentes. Vous pouvez avoir des équipes où vous avez des gens qui sont tout le temps sur site et des gens qui sont beaucoup plus en télétravail, donc d'autres types de tensions, des équipes qui sont essentiellement en remote avec un tout petit peu de bureau par-ci par-là. Ça dépend des activités, ça dépend des tâches qui composent les postes des membres de votre équipe. Donc il n'y a pas une formation. Il y a en revanche en effet peut-être des méthodes et des principes quant au questionnement à entamer pour pouvoir arriver à une solution hybride qui fonctionne pour vous. Et ça passe en effet par la question de l'interculturel, des réflexions
psychologiques et anthropologiques, des réflexions d'aménagement, des réflexions d'IT, évidemment, et puis des réflexions d'aménagement de l'espace, mais en intégrant l'espace numérique avant tout. Absolument. Et justement, moi, j'ai un deuxième retour justement qui dit que finalement, c'est l'hybride, OK, mais il n'y a pas de stratégie de la part des entreprises. Alors, est-ce que toi, tu observes un début de prise de conscience à ce niveau? J'observe un début de prise de conscience dans le combat entre le top-down et le bottom-up. Alors, le top-down, c'est l'idée, voilà, on a fait des formations sur le travail hybride, on a conçu avec le département IT des solutions extraordinaires. Maintenant, il s'agit de les imposer à tout le monde. Et attention, il faut qu'on ait une bonne adoption de chacun des usages, outils, etc. Donc un bon taux d'adoption avec l'idée qu'il faut forcer les gens parce qu'ils sont rétifs au changement, etc. Ces gens trop mous, trop conservateurs, ah là là, comment s'en dépatouiller. Donc cette vision un peu autoritaire du changement, évidemment, elle se heurte très souvent à beaucoup d'opposition, d'hostilité, et souvent, oui, en effet, elle aboutit à beaucoup d'insatisfaction, versus la vision bottom-up, donc qui part des individus pour monter vers quelque chose, qui a tendance à être quand même beaucoup plus efficace et qu'on a tendance à préférer aujourd'hui, qui commence par cette première étape d'enquête sur qu'est-ce que c'est que le travail chez nous, comment travaillent nos salariés et nos prestataires, de quoi ont-ils besoin, combien de temps travaillent-ils, avec l'idée aussi d'essayer de mesurer justement tout ce travail qui n'est pas mesuré. En quoi consistent les tâches, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce que c'est que l'ergonomie du travail pour ces individus-là, quels problèmes ils ont, quels sont les troubles musculo-squelettiques que l'on observe. Ça permet d'éviter d'imposer une chaise design très jolie mais qui fait des problèmes de dos à la moitié des gens, par exemple. Donc voilà, et ça c'est quand même une approche qui est plus intéressante, qui prend un petit peu de temps parce qu'elle démarre par cette étape d'enquête qui n'est pas seulement une enquête de satisfaction ou une enquête d'engagement, c'est vraiment une enquête sur comment on travaille, qu'est-ce que le travail chez moi, et où ensuite, petit à petit, on va pouvoir remonter des idées, des leçons, etc., et aboutir en sachant qu'on n'est jamais sur quelque chose de définitif, puisqu'on est dans un contexte d'incertitude. Donc accepter que à la fois ce processus il va être permanent et que la solution hybride ou le modèle hybride qu'on aura, c'est un modèle évolutif, comme une culture. Il va évoluer avec chaque nouvel entrant, avec chaque nouveau projet, et il faut accepter d'en faire quelque chose de vivant. Et on a quand même encore l'idée qu'il faudrait un modèle tout cuit qu'on peut conserver. Et non, c'est un modèle vivant, donc accepter de le faire évoluer avec le temps. Oui, et justement, à propos de temps, moi, on entend beaucoup là du retour au bureau, du retour au présentiel. C'est quoi? C'est la tentation du c'était mieux avant, c'est se défausser par rapport au fait que finalement, l'hybridation, elle est là et on s'en est emparé au moins depuis 3 ans. C'est exactement la tentation du c'était mieux avant. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a le c'était mieux avant et il y a on a investi des millions et des millions dans la création de nouveaux budgets, de nouveaux bureaux et le bail il est jusqu'à telle année, donc maintenant les bureaux il faut les rentabiliser. Il y a un peu ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. On a engagé énormément de dépenses, des extraordinaires cabinets d'architectes, des designers, etc. Et souvent, c'est des choses qui sont bien, qui sont des beaux bureaux, et on se rend compte que le taux de remplissage est trop faible, on ne sait pas quoi en faire. Donc, il y a un peu de ça. Biais des coûts irrécupérables, un vrai piège. Il y a le « c'était mieux avant ». On n'avait pas tant de problèmes avant, on se voyait plus, on a l'impression de perdre en créativité parce que le fait d'être à distance fait qu'il y a quand même un petit peu moins d'émulation. Même si on travaille très bien, souvent on est productif quand on est en télétravail, mais il y a peut-être un peu moins cette touche de créativité. Ce dont tu parlais tout à l'heure, avec les petits gestes, les coups de flottantes, exactement, ces choses-là. Qui aboutissent souvent quand même à des nouvelles idées, à des nouveaux projets. Donc il manque quelque chose de l'ordre de l'émulation. Et donc on se dit, revenons. Enfin, il y a des bonnes raisons. Et puis il y a une autre très très bonne raison qui est l'intégration des nouvelles recrues. Les stagiaires, on le sait, les stages de Covid, c'était la catastrophe. Les catastrophes pour les individus, pour les organisations, pour tout le monde. Beaucoup de problèmes de santé mentale sont liés à des stages ratés, à des trucs comme ça. On sait que pour pouvoir travailler efficacement, on a besoin de connaître un minimum ses collègues et que pour les connaître, il faut quand même passer un tout petit peu de temps avec eux et après on travaille mieux à distance. On travaille mieux à distance quand on les a connus
voilà, avec tout ce qu'on a dit là sur les grands singes, quand on les a bien connus, et puis qu'on comprend mieux l'organisation et où est vraiment le pouvoir, où se passent les choses, tout ce qui n'est pas écrit, on le comprend mieux quand on passe du temps avec les équipes, quand on passe du temps dans un lieu physique. Et donc on a toutes ces prises de conscience-là et on tire vraiment beaucoup de l'autre côté en se disant, bon bah là, peut-être qu'il faut forcer les gens, ils sont capricieux, après tout, ils ont pris goût à tellement d'autonomie, mais c'est pas ça la norme. Et le problème, c'est le risque, c'est d'aller pour certaines organisations un petit peu trop loin dans ce sens-là, sans prendre en compte les questions, par exemple, de la crise du logement et de la crise des transports et des choses comme ça, et qui ne marchent pas, et sans prendre en compte le fait qu'au bureau, comme on est déjà installé dans ce contexte hybride, on ne trouve plus les mêmes interactions, le même type d'interaction qu'il y a 10 ans. Voilà, la comparaison à les rencontres amoureuses, je la trouve très parlante parce que c'est exactement ça. On rêve que ça va être spontané et tout. Or, l'installation et du smartphone et des espaces ouverts de type open space fait que on est beaucoup plus souvent avec un casque, on est beaucoup plus souvent avec des codes où on ne s'interrompt pas les uns les autres constamment et où c'est pas non plus automatique d'avoir un déjeuner avec ses collègues. Pas du tout. Il faut le programmer. Et donc il y a pour l'instant pas mal de risques liés à cette espèce de volonté d'aller trop vers un côté top-down, encore une fois, et où on comprend mal en fait ce qu'est devenu le travail hybride dans toute sa réalité. Donc encore beaucoup d'apprentissage à faire, mais on va en revenir parce qu'aujourd'hui un employeur qui dit chez nous c'est 5 jours au bureau et c'est pas autrement, va en tout cas sur certains profils avoir beaucoup de mal à recruter, beaucoup de mal à retenir ses collaborateurs. C'est très insatisfaisant pour tout le monde et c'est pas du tout, pas forcément la solution. Par contre, hybrider avec des périodes d'intégration bien conçues qui veulent dire que pendant plusieurs semaines, vous allez venir régulièrement au bureau et les managers pertinents aussi, de manière à former les gens, à faire connaissance, d'avoir des périodes comme ça, des moments où on va être beaucoup plus au bureau, mais qui ne sont pas toute l'année et absolument pas sur toute la durée et pas pour tout le monde. C'est vrai. Merci beaucoup Laetitia. On arrive à la fin du temps qui nous est dédié. Où est-ce qu'on peut te retrouver Sur LinkedIn. Je suis beaucoup sur LinkedIn, sur ma newsletter Laetitia at Work sur Substack. Substack. Ok, très bien. Écoutez, j'espère que vous avez pris note. On vous enverra tout ça sur le live. Donc maintenant, on va passer à la suite. On va parler d'innovation, on va parler de nouveautés produits. Alors, avec Alain Garnier, qui est CEO de Jamspot, et Benoît Guilbert, qui est responsable communication. Donc, à tout de suite pour parler de la manière dont Jamspot va accélérer les manières de travailler en 2023 et après.